Mesdames et messieurs, c'est un plaisir. C'est un plaisir de vous rencontrer, mais ce n'est pas un mot de circonstance, c'est vraiment un plaisir. Et merci d'accueillir un Vaudois venu de l'extérieur pour modérer un débat. Du reste, Pascal Couchepin, quand je l'ai rencontré tout à l'heure, m'a dit « Tiens, un Vaudois », avec un air un peu catastrophé, à vrai dire. Mais bon, voilà. C'est un plaisir de... Et du reste, vous allez voir que les frontières valaisannes pour cette table ronde-là ont explosé, littéralement. Mais enfin, bref. Voilà. C'est un plaisir de vous rencontrer ici pour ce premier débat de l'après-midi. Et je dirais que c'est aussi un défi physiologique, nous le savons bien, parce que nous sortons toutes et tous de cette pause de midi. Bienvenue. Et il y a probablement quand même une sieste dans l'air. Mais je vous dirais tout de suite que je vous dirais tout de suite que les paupières lourdes auraient vraiment tort, parce que les échanges s'annoncent passionnants. J'ai pu le vérifier en préparant le plus soigneusement possible ce débat avec chacun de vos invités. Il n'y a qu'un seul bémol, il faut que je vous le dise tout de suite, mais il y a toujours un bémol. C'est que chacune de vos invités aurait assez de choses intéressantes et primordiales à vous dire pour remplir à ras-bord tout le temps que nous avons en disposition. Vous voyez aussi la discipline chronométrique d'acier qui se profile. Bon, voilà. L'avantage, c'est que ce matin, les bases de notre réflexion ont été posées, que nous n'avons pas besoin d'y revenir. Voilà, je vais vous dire comment nous allons avancer, comme ça tout sera clair. Nous allons d'abord poser des points de repère indispensables sur ce thème, mais hyper délicat, de la concurrence entre les énergies renouvelables, nouvelles et anciennes. Voilà. D'abord, un premier tour de table. On fait connaissance, puis en même temps, on voit de quel bois se chauffent vos invités. Et puis, deuxième partie, je pense qu'il y aura des points, les points que nous devrons un peu éclairer toujours autour de ces tables. Et puis, troisième partie, à vous la parole, je me réjouis. Voilà, le menu est posé. Paul Michelot, vous êtes toujours d'accord pour commencer? Volontiers. D'accord. Vous avez un micro? C'est bon. Oui. Très bien. Vous êtes directeur général des FMV, les forces motrices valaisannes, depuis 7 ans. Vous connaissez cette maison, du reste, dans les plus intimes recoins et prolongements, puisque, en fait... ah oui, je devais dire quand même que les FMV, le canton du Valais est majoritaire à hauteur de 55%, d'accord? Le reste se répartit entre les communes, une trentaine de pourcents, 35, les bourgeoisies et quelques distributeurs régionaux, je tiens à le préciser, valaisans eux aussi. Valaisans, bien sûr. Ça tombe sous le sens. Voilà. En fait, depuis 20 ans, vous avez occupé un nombre de fonctions. En fait, vous avez occupé tous les départements au FMV pratiquement. Paul Michelot, cette concurrence entre les énergies renouvelables, vous la voyez comment? Est-ce qu'elle est injuste? Est-ce qu'elle est dangereuse? Est-ce qu'elle est inévitable? Ou est-ce qu'elle est simplement bien réelle et il faut s'y faire? Merci d'éclairer notre lanterne. On s'était dit 5 minutes, d'accord? Volontiers. Donc tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Vous saluez bien cordialement en remerciant les organisateurs de ce congrès, vous dire le plaisir que j'ai déjà eu à entendre les débats de ce matin, le plaisir non dissimulé que j'ai à relever le défi de cette table ronde, puis peut-être pour nous mettre dans l'ambiance, en fait on est dans la famille des renouvelables. Et le titre du débat m'a un petit peu interpellé en disant « Hydroélectricité, énergie renouvelable, concurrence déloyale ». Je vais bien entendu répondre à cette question. Pourquoi je considère qu'on est dans la famille des renouvelables? Puisque, comme vous l'avez dit, au titre de directeur général de cette magnifique société FMV, j'ai le plaisir de piloter toute une équipe qui est active dans l'hydroélectricité à 99,9%. Nous avons 25 mètres carrés de panneaux solaires en direct. Et dans ce 99,9% d'hydroélectricité, il y a à peu près le 95% qui est de la grande hydraulique. Le reste, c'est de la mini-hydraulique qui, évidemment, est elle aussi au bénéfice de la RPC. On pourra peut-être revenir sur ce dossier-là tout à l'heure. Et de par les sociétés filles de notre groupe, nous sommes également actionnaires de sociétés de distribution qui, elles, en Valais, investissent à juste titre dans les nouvelles énergies renouvelables, dans le photovoltaïque. À ce titre-là, M. Cliva pourra peut-être nous éclairer bien mieux que je pourrais le faire. Vous dire également que, comme société cantonale active dans l'hydroélectricité, nous payons nos redevances, on en a parlé ce matin, en tant que valaisans et économistes d'une
maison saint-galloise qui a fait beaucoup de dégâts peut-être en économie ultralibérale dans certaines années, mais enfin, il y a quelques relents d'économie qui restent. Je trouve qu'il est légitime de payer une location, de payer quelque chose pour l'utilisation d'une ressource. Je laisserai mes collègues des nouvelles énergies renouvelables statuer également là-dessus. Ensuite, pour vous dire qu'il n'y a peut-être pas de concurrence déloyale, mais en tout cas à ce stade du débat, inégalité de traitement. Ensuite, contrairement à ce que vous a dit tout à l'heure, et plusieurs de vous qui me connaissent m'ont dit « mais pourquoi tu n'as pas réagi spontanément ?» Notre ancien vice-président, devenu dans l'intervalle 2 fois président de la Confédération, vous a prétendu que nous avions des clients captifs. Or, ceci n'est pas le cas depuis plus de 15 ans maintenant, puisque le 100% de la production gérée par FMV, à l'exception des quelques pourcents avec RPC, sont mis sur le marché au quotidien. Vous dire que nous sommes dans la famille des énergies renouvelables, évidemment que la famille a des liens de parenté avec l'autre famille, celle des non renouvelables, famille dans laquelle on trouve nos cousins, nos beaux-frères, nos oncles, nos tantes, du nucléaire, du charbon et du gaz. Ensuite, nous faisons partie de l'immense famille de l'énergie. Donc là, on retrouve, là je dirais peut-être pas nos collègues, mais nous trouvons nos partenaires livreurs de mazout, ceux qui s'occupent de la mobilité carbone. Et puis notre famille des énergies renouvelables a également toute une connexion avec nos copains, donc puisque je pars du Valais, nos copains suisses, nos copains européens. On a vu hier que certains Suisses avaient investi jusqu'à 6 milliards dans les nouvelles énergies renouvelables en Allemagne, en France, en Espagne, au Portugal. Les hommes et les femmes de bonne volonté disent que c'est pour assurer l'approvisionnement électrique de la Suisse. Moi, je crains que c'est pour y aller chercher quelques RPC qui portent un autre nom là-bas. Mais enfin, on peut aussi en débattre tout à l'heure. Et vous dire que, puisque, si j'ai bien compris le thème, on m'a demandé de m'y tenir, on va essayer de garder le débat dans la famille suisse des renouvelables. En ce qui me concerne, je suis prêt, puisqu'on est 4, à vous proposer peut-être que chacun essaye de tirer son épingle du jeu. Un jeu qui consiste à faire peut-être une partie d'IAS à 4, mais individuellement, chacun jouant ses atouts et chacun ne souhaitant évidemment ne pas être pomme avec le bourre. Donc, ce qui est rare quand même. Quant à moi, je vais essayer de mettre en avant les atouts de la force hydraulique, vous faire part des réalités que nous vivons au quotidien, puisque ce matin, on a parlé de 2100. Là, en ce qui me concerne, je pense que je n'aurai plus l'occasion de m'occuper des problèmes de 2100. Nous avons beaucoup parlé, à juste titre également, de 1900. Là, je m'excuse, mais je n'y étais pas, je n'ai pas pu contribuer aux solutions. Et j'aimerais vraiment échanger avec vous sur la réalité de 2016. Je fais encore un clin d'œil à notre ancien vice-président. Il a dit « Oh, ces forces motrices valaisannes qui ont quelques ailes, peut-être qu'elles ne vont pas permettre de voler très longtemps. » C'est une citation. J'aimerais dire qu'en tant que directeur d'une belle équipe, eh bien, le rôle, il est très simple. On doit assurer le moment présent, on doit préparer demain, après-demain, on doit évoluer. Le monde est en pleine évolution. Donc, on va essayer d'y aller en disant bienvenue dans la famille des renouvelables. Merci beaucoup, M. Michelot. J'insiste juste sur la question de base. En fait, cette inégalité de traitement, comme vous dites, peut-être pas concurrence, mais inégalité de traitement, vous ne la contestez pas. Ah non, je la souligne doublement et je l'écris en gras et en italique. Merci beaucoup. Mais voilà. On aura l'occasion peut-être d'étayer les propos. Voilà un point sur lequel nous sommes d'accord autour de cette table. Merci infiniment. Isabelle Chevalet, vous êtes conseillère nationale vaudoise. Votre parti, c'est le Parti vert libéral. Vous avez du reste contribué à la fondation de ce parti, c'était en 2010, me semble-t-il. Vous êtes engagé, mais inlassablement, dans l'énergie éolienne. Vous êtes du reste président de Suisséol actuellement. Alors Suisséol, financé par la Confédération, à hauteur de combien? De 500 000 francs, quelque chose comme ça? Voilà, oui. Voilà. Je vais profiter de vos connaissances, pour revenir à la base, si vous êtes d'accord. Revenir à la base, parce qu'on a vu ce matin que le prix de l'énergie sur le marché était probablement une des racines du mal auquel nous attaquons aujourd'hui. Je vous pose tout un trac la question, mais pourquoi le prix de l'énergie est si bas? En fait, on est obligé de quitter un peu la Suisse pour comprendre ça, et on est même obligé de quitter le continent européen. Il faut se rendre aux États-Unis. Les États-Unis, il y a eu un boom des gaz de schiste. Ce boom des gaz de schiste a impliqué
que l'utilisation de charbon a fortement diminué. D'ailleurs, si vous regardez les émissions de gaz à effet de serre, l'évolution des émissions de gaz à effet de serre des États-Unis, vous voyez qu'ils ont baissé. Pourquoi? Parce qu'ils ont remplacé leurs centrales à charbon par des centrales à gaz. Alors ça a une application directe pour nous parce qu'ils n'ont pas arrêté l'exploitation de charbon, de leurs mines de charbon. Et donc aujourd'hui, ils nous vendent leur charbon à vil prix, puisqu'ils ne savent plus tellement quoi en faire. J'ai eu même une confirmation de Gunvor, qui est un trader qui est à Genève, qui me dit en effet, on fait énormément de bateaux des États-Unis à l'Europe pour le charbon. Et qui l'utilisent? Les Allemands, pas parce qu'ils ont arrêté le nucléaire, mais parce qu'à ce prix-là, si bon marché, eh bien, ils remettent en route les centrales à charbon pour utiliser ce charbon très très bon marché. Alors, le résultat, c'est qu'aujourd'hui, il y a environ 4000 mégawatts de puissance entre eux. 4000 mégawatts, c'est 4 grosses centrales nucléaires. Et tout bon économiste sait que quand on surproduit, quand on produit trop, eh bien, le prix y baisse. Alors, l'autre élément qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que l'Union européenne a fait un rapport sur le subventionnement des différentes énergies en Europe et ils admettent 10 milliards d'euros de subventionnement au charbon chaque année. L'Europe demande de stopper ces subventionnements d'ici 2018. On verra, avec tout ce qui se passe en Europe, si les promesses vont être tenues. J'ai l'espoir, évidemment, parce qu'il faut avancer avec de l'espoir. Et si ça s'arrête, eh bien, ça va redistribuer un petit peu les cartes. Et dans ce rapport, il y avait aussi, ça montrait aussi qu'il y avait 7 milliards de subventionnement au nucléaire. Donc là aussi, moi, en bonne libérale, je serais favorable à stopper les subventionnements à tout le monde, mais à tout le monde. Et puis après, on verrait bien qui c'est qui se débrouille dans ce marché libéralisé. Moi, je pense avoir la réponse. Et je pense que si on ne stoppe pas les subventionnements au charbon et au nucléaire aujourd'hui, c'est parce que ça leur poserait un vrai problème dans un marché libéral. Donc moi, je suis optimiste pour la suite et pour la Suisse, on va dire les deux, y compris pour l'éolien. Un jour viendra, les développeurs ici sont prêts. Ce prix très bas, je pense, ne va pas durer. C'est insoutenable. C'est soutenable pour personne. Même nos entreprises nucléaires, nos usines nucléaires suisses aujourd'hui, pour certaines, produisent à perte. Alors, non seulement elles produisent à perte, mais en plus elles produisent des déchets nucléaires. Donc c'est vraiment du gagnant-gagnant comme système. Donc je pense que ça devrait se rééquilibrer d'ici peu, et ça se rééquilibrera d'autant plus si on arrête de faire un marché déloyal, pas entre hydroélectricité et nouvelles énergies renouvelables, mais entre fossiles nucléaires et renouvelables. Merci beaucoup. Vous êtes d'accord qu'on éclaircisse vite gardez le micro, un petit point, comme pour M. Michelot, mais dans l'état actuel du marché, la production d'énergie, de nouvelles énergies renouvelables type éolien est très, très, très difficile. Elle est claire, c'est insoutenable sans une aide d'État. C'est clair, c'est insoutenable. Et c'est aussi pour ça que dans la stratégie énergétique, on a soutenu 2 centimes pour l'hydraulique, parce que c'est la même problématique. L'hydraulique aujourd'hui ne peut pas survivre dans ce marché de dupes, bien sûr. Merci beaucoup. Voilà un deuxième point sur lequel nous sommes pratiquement d'accord. Paul-Alain Clivat, alors là, vous n'avez pas passé par Saint-Gall, voilà. Mais votre formation m'impressionne. Vous étiez d'abord ingénieur en microtechnique, on est d'accord? Tout à fait. Et puis aujourd'hui, vous êtes responsable des énergies renouvelables au sein du groupe CEIC, je peux dire CEIC. Vous pouvez dire CEIC. Parce que certains disent SEIC, on est d'accord. Mais c'est l'acronyme pour le service électrique intercommunal. Voilà, c'est plus joli en plus, Télédis. Et votre regard est très important pour nous parce que CEIC Télédis, qui est basé du reste à Vernaya, est un des acteurs principaux du canton du Valais dans la distribution d'électricité, en tout cas, dans aussi la production d'énergie renouvelable et aussi dans la fourniture de produits multimédia. Mais ça, c'est un autre sujet. Vous êtes d'accord? Parce que sinon, on ne s'en sortira pas. Et en plus, votre zone d'activité déborde du canton du Valais, puisque vous poussez une pointe jusqu'à Blonay, dans le canton de Vaud, à partir de Nanda, me semble-t-il. C'est bien ça? C'est juste, en ce qui concerne le multimédia, en tout cas. Alors, Paul-Alain Clivat, vous êtes bien placé pour nous dire les limites de cette concurrence, puisque vous êtes sur tous les fronts, vous voyez. Votre regard nous intéresse particulièrement sur cette base, en fait. Comment vous appréciez cette inégalité de traitement, sur quoi nous sommes d'accord, ou cette concurrence, comme vous voulez? Alors, inégalité de traitement, il y a, bien sûr. J'abonde dans le sens de Paul Michelot.
Maintenant, est-ce qu'elle est déloyale ou bien pas? Là, c'est une autre question. À mon sens, cette inégalité de traitement était nécessaire et elle l'est toujours. En effet, si la Suisse veut développer ces nouvelles énergies renouvelables, en sachant qu'on n'est pas en avance dans ce domaine-là, il est nécessaire d'avoir un coup de main étatique. Et cette rétribution à prix coûtant ou cette rétribution unique qui sont des subventionnements actuellement en place pour développer ce que l'on appelle les nouvelles énergies renouvelables, ces subventions ont permis de développer des nouveaux pans complets d'activités qui n'existaient pas en Suisse. Si je prends le solaire, le photovoltaïque par exemple, il y a 10-15 ans en arrière, il n'y avait aucune société qui était active en la matière, à l'exception de quelques pionniers. Aujourd'hui, vous avez des dizaines et des dizaines d'entreprises aptes à poser des panneaux en très grande quantité sur nos toitures. C'est des milliers d'emplois qui se sont créés dans ce domaine-là, et c'est donc une activité qui a pu être faite uniquement grâce au subventionnement que la Confédération a mis en place. La petite hydraulique, qui est toujours de l'hydraulique aussi, mais bénéficie également de cette subvention. Et cela permet de faire des projets de turbinage d'eau potable, par exemple, qui ne dénaturent en rien l'environnement et qui permettent de produire des kilowattheures qui ne seraient actuellement pas produits s'il n'y avait pas cette subvention. Quant à l'éolien, eh bien, Isabelle est mieux placée, ou tout aussi bien placée que moi en tout cas, pour dire qu'effectivement, sans subvention, on ne pourrait pas développer cette énergie. Et même si, à terme, ce n'est pas l'éolien qui va probablement sauver le panorama énergétique suisse, mais quelques pourcents, 5, 6, 7%, ce sera très important dans le mix énergétique. Donc, inégalité de traitement, oui, nécessaire et contrôlée, parce que contrairement aux autres pays européens où les rétributions se sont faites de façon... j'ai entendu des mots ce matin de la part de M. Couchepin concernant l'Allemagne, où il a parlé de folie quasiment. L'Espagne aussi, ça a été très fort. Surtout, ce qu'il y a, c'est que ces pays ont mis en place des systèmes, les ont arrêtés, sont repartis. En Suisse, on l'a fait avec modération, frivolité, peut-être dirait frivolité, diraient certains, parce que vous savez qu'on a un fonds qui est alimenté chaque année par chaque consommateur, et ce fonds a un plafond. Et ce plafond ne peut pas être dépassé, d'où des listes d'attente actuellement. Et on voit que malgré tout, même qu'il y a des listes d'attente, ces projets continuent à aller de l'avant. Et on sent par exemple dans le solaire que si au départ c'était une industrie qui était tirée en avant par les subventions, aujourd'hui elle est même poussée plutôt par les consommateurs qui peuvent devenir leurs propres consommateurs de leur propre courant. Et là, on sent bien qu'il y a une évolution, et même avec une diminution de la subvention, cette branche continue à aller de l'avant. Alors maintenant, que va-t-il se passer dans le futur ? Je pense qu'il va y avoir un changement de paradigme dans les prochaines années, que ce soit pour la production ou la distribution d'énergie. Et on va arrêter de raisonner de façon centralisée, mais probablement qu'on va voir émerger des réseaux plus complexes, mais plus intelligents, avec une production locale qui sera assimilée et consommée localement. Ça va peut-être permettre à la grande hydraulique de bénéficier alors à ce moment-là de capacités de production qui ne seront peut-être plus utilisées pour aller localement chez le consommateur final, mais peut-être on pourra utiliser ces capacités de production pour du pompage-turbinage et pouvoir, avec la grande hydraulique, réguler le réseau, que ce soit de façon quotidienne ou que ce soit de façon saisonnière. Mais là, on est dans un horizon encore un peu lointain, mais les ruptures technologiques vont arriver. On a parlé ce matin de nouveaux systèmes de stockage qui vont arriver, et je pense que là, on n'a pas encore atteint les limites de la physique dans ce domaine. Merci beaucoup. Je vous pose à vous aussi une petite question supplémentaire. En fait, cette inégalité de traitement, concurrence, inégalité de traitement, bon, elle est durable, si je puis m'exprimer ainsi. Je veux dire, jusqu'à quand on va pouvoir la supporter, d'une certaine manière ? Non, je pense qu'elle n'est pas durable. D'ailleurs, le Parlement parle de vouloir supprimer la rétribution d'ici quelques années. C'est un coup de pouce qui était nécessaire pour développer une nouvelle technologie, une nouvelle activité. Et lorsque le marché se sera régulé par lui-même, il n'y aura plus besoin de subventions. Merci beaucoup. Daniel Brella, c'est un plaisir. Merci beaucoup d'avoir patienté jusqu'ici pour prendre la parole.
vous avez du reste suppléé, à la défaillance de Roger Nordman, si je suis bien renseigné. C'est ce qu'on m'a dit. Voilà, d'accord. Vous venez de quitter vos responsabilités de syndic de Lausanne, vous êtes conseiller national, les Verts. Les questions énergétiques font absolument partie de votre ADN, si je peux dire les choses comme ça. Vous avez entendu les constats développés jusqu'ici, maintenant et ce matin. Est-ce qu'ils rejoignent le vôtre sur cette fameuse concurrence ou inégalité de traitement? Après tout, en fait, non, allez-y, répondez d'abord à cette question, parce que moi, j'en ai tellement à poser à Daniel Brella. Mais d'abord, répondez à cette première question, Massu. M. Pidou, ce matin, a rappelé qu'au niveau mondial, on était à 500 milliards de subventions aux vieilles énergies, qu'elles soient charbonnières, gazières, pétrolières ou nucléaires. Donc, même dans les marchés soi-disant régularisés, c'est lourd. Ensuite, qu'est-ce qui se passe en Suisse? Alors, en Suisse, les centrales nucléaires sont subventionnées indirectement par l'assurance. Si par malheur en Fukushima se passait pour cause de vieillissement à contrôler d'une centrale, on sait que Fukushima a coûté 200 milliards, 3 budgets de la Confédération, et puis la taux de couverture des assurances, c'est 1,5 milliard. Le reste, c'est pour le contribuable si par malheur ça arrive. Donc c'est une subvention à l'assurance. On a également, comme ça a été dit, d'autres subventions dans le domaine des énergies renouvelables, mais elles sont limitées dans le temps. Ce qui est clair aussi, c'est qu'aujourd'hui, on a une situation assez aberrante sur le marché européen. Isabelle Chevalet a donné quelques éléments, je vais en donner d'autres. J'ai rappelé ce matin que les centrales type turbine à gaz en Europe, qui a été mise sous cocon, représentent une puissance de 35 000 mégawatts. 35 000 mégawatts, grosso modo, c'est 11 fois la production des centrales nucléaires suisses. Donc ceux qui vont nous dire bientôt, parce qu'il y a une votation que c'est le blackout demain matin si on ne les maintient pas encore 40 ans, c'est pas très sérieux. Ensuite, en ce qui concerne très clairement toute la problématique de l'hydraulique, je l'ai expliqué ce matin brièvement, quand on libéralise un marché et qu'une énergie est taxée, elle a évidemment un désavantage par rapport aux autres. Donc là, ce n'est pas une subvention, c'est une anti-subvention, à savoir une taxe pour la grande hydraulique. Et je pense réellement qu'une des solutions, même s'il faut changer une loi ou la Constitution, consisterait à ce que les taxes de production hydraulique soient perçues à travers le réseau THT, quitte à en exempter, comme c'est le cas pour beaucoup d'autres choses, y compris pour Énergie 2050, des gens qui ont plus de 10% de leurs coûts, comme c'est le cas pour l'ONSA. Et c'est plus compliqué, mais si on veut vraiment un marché libéralisé un jour, c'est comme ça que c'est censé. Parce que si vous êtes libéralisé avec une taxe d'1,5 centime, évidemment, vous avez 1,5 centime de boulet au pied. C'est aussi simple que ça. Sur la suite, clairement, il y a complémentarité entre le solaire, l'éolien et en tout cas l'hydraulique de stockage aux grandes montagnes ou le pompage-turbinage. Est-ce que ça suffit à 100% ou est-ce que ça résout 75% du problème? C'est une discussion qui pourrait nous prendre 3 jours, donc je ne vais pas essayer de l'amener. Mais contrairement à pas mal de pays européens, et comme le Danemark le fait avec la Norvège et la Suède, on a cette possibilité de complément. Ce qui est clair aussi, et je crois que ça mérite d'être dit, c'est qu'avec les surplus énergétiques qu'on a actuellement en Europe, on a une situation d'autodestruction entre les nouvelles énergies et que je trouve personnellement dommage, voire stupide, mais peut-être qu'ils n'ont pas le choix, que certaines grandes compagnies décident de vendre notre hydraulique à des capitaux étrangers pour compenser les fameux 400 millions de déficits qu'on fait dans le nucléaire aujourd'hui. Et puisque Couchepin a fait une allusion directe contre l'initiative du 27 novembre, je ferai une allusion directe pour, mais c'est la seule que je me permettrai, à savoir que clairement, ça ne va pas faire exploser les prix. On a 35 000 mégawatts de réserve, mais c'est sûr que ça clarifierait le marché suisse, et pour Alpic en l'occurrence, et pour les Expo, s'ils doivent
d'un coup d'un seul, assumer une perte de 5 à 6 milliards, c'est ce qu'a dit ce matin, si c'est 45 ans au lieu de 50 ans, c'est à peu près le même coût si vous faites le calcul qu'ils perdent en vendant aujourd'hui avec 4 à 500 millions de déficit par. Merci beaucoup. J'ai peut-être une question. Je vais interpeller quand même Daniel Brella parce que quand on parlait en fait de ce rendez-vous, il m'a dit qu'il faudrait quand même que je dise 2 mots du solaire. Je pense que c'était l'héritage de Roger Nordman. Alors, c'est vrai, excusez-moi. Oui. Je voyais l'or et j'ai trop vite coupé. Je fais une exception très pour. brièvement le solaire. Je fais une exception, remarquez. En Suisse, si l'on veut tout faire avec le solaire, pour remplacer les centrales nucléaires actuelles, il faut l'équivalent de 115 km² sur 40 000 km² de territoire suisse. C'est l'équivalent production énergie, bien sûr. Il n'y a pas la régulation jour-nuit et toutes ces choses-là dedans. Avec la découverte, l'EPFL, qui a été mentionné une start-upière, le passage à un rendement de 36%, évidemment, serait réduit à environ 60 km². Alors, c'est beaucoup ou peu. Allez vous promener, vous voyez tous ces toits solaires dans le pays. Ça représente 5% de la production des centrales nucléaires aujourd'hui. Donc, il suffit d'en couvrir 20 fois plus, puis vous avez l'équivalent. Est-ce que c'est monstrueux? Chacun jugera. Moi, je ne pense pas. Ce qu'il faut aussi mettre dans le débat, c'est très important, c'est la COP 21, qui fait appel au solaire, à l'éolien, à l'hydraulique et tout ceci. Parce que la COP 21 postule de fait, et la Norvège a déjà décidé de le faire pour 2025, en obligeant à ce que tous les véhicules homologués en Norvège deviennent électriques, c'est qu'on va muter soit vers l'hydrogène, soit vers les véhicules électriques pour les transports. Est-ce que c'est monstrueux? Si tous les véhicules suisses devenaient électriques, étude de l'UBS, il faudrait augmenter, y compris les camions, d'en gros 17% la consommation d'électricité. En panneaux solaires, ça représente 30% de panneaux solaires en plus. Alors évidemment, je ne prétends pas au monopole du solaire, c'est un exemple. Il y a la petite hydraulique, il y a l'éolien. L'éolien est bien mieux en hiver, parce que 60% de la production éolienne est en hiver. Ça colle mieux à nos problèmes, parce qu'on a bien assez d'énergie en été en Suisse. Par contre, quand même, un tiers du solaire est en hiver, c'est donc pas négligeable. Et puis l'avantage, c'est ce que Roger Nordman écrit sur son site, donc je le dirai quand même, eh bien, c'est que le minimum d'hydraulique au fil de l'eau est en février, où le solaire est déjà pas mal remonté, alors que le minimum solaire est en décembre. Tout cela peut être combiné. Merci beaucoup. Monsieur Michneau, je dois vous donner la parole parce qu'il faut que je vous demande si les perspectives tracées par Daniel Brella vous conviennent ou pas. Alors, donc, pour qu'il y ait débat, il faut qu'il y ait un minimum de désaccord. Je répète qu'on est en famille. On est dans la famille des renouvelables. Moi, j'aimerais quand même peut-être corriger, mais avec tout le respect que je dois à mon collègue Cliva, l'analyse technique de la subvention, franchement, elle me choque. Et j'aimerais quand même faire une analyse un petit peu économique sur le principe de dire qu'on doit aller vers le renouvelable le plus large possible, zéro contestation. Moi, ce que je conteste, je persigne et je signe, quitte à avoir un deuxième poisson vert, c'est que ce que l'on a fait, et moi qui suis du monde de l'agriculture, je vous dis, on n'attire pas des abeilles avec du vinaigre, on a mis du sucre pour que la technologie se développe dans l'électricité. Donc on a attiré de la production supplémentaire en Suisse dans un marché qui était équilibré. L'idée justifiée là derrière, c'est de remplacer quelque chose dont on ne veut plus entendre parler, qui est le nucléaire. Je souscris à long terme sur cet objectif-là. Nous avons entendu ce matin notre collègue Vider qui dit « mais il y a aussi des intérêts techniques, économiques, juridiques, politiques et financiers dans ce domaine-là ». La réalité aujourd'hui, c'est que nous avons déséquilibré ce marché électrique. Moi, comme économiste, j'aurais salué qu'on dise « allons ensemble attaquer un nouveau marché », celui de la mobilité. Parce que là, j'ai l'impression, et c'est un petit reproche que je fais à mes frères des nouvelles énergies renouvelables, vous ne vous préoccupez que de produire et encaisser la subvention. Vous vous en foutez si ça consomme, si c'est régulé, si c'est nécessaire. C'est là l'inégalité de traitement. Notre rôle, mais de nouveau l'économiste vous parle,
On est de nouveau dans la grande famille ici de FMV. Savez-vous quand est-ce qu'on gagne le plus de pognon chez FMV aujourd'hui? Quand, Ben là, dans la journée ou bien? On arrive à 14h. Ben, je vais vous dire, quand on ne fait rien. Parce que nous, les hydroélectriciens, du fil de l'eau, on dit, écoutez, et on fera le petit concours du YAS tout à l'heure. On nous dit, est-ce que tu es capable de produire demain? Moi, je réponds oui. Et on me dit, si jamais d'autres, je ne les cite pas, je les regarde, en produisent trop, est-ce que tu serais d'accord de partir? Et je dis oui. Donc, Swissgrid nous appelle pour nous dire, arrêtez de produire, ça coûte 3 centimes chez nous, laissez la place à ceux à qui ça coûte, soyons gentils, 15, subventionnés à 17, et quand ceux-là n'auront plus de vent ou plus de soleil, est-ce que tu pourrais revenir? Je vous invite à venir avec moi dans les centrales, expliquer à mes collègues qui font depuis 50 ans un boulot exceptionnel, leur dire laissez passer l'eau. Mais ils me disent mais t'as tourné la boule. Voilà, donc on a un petit problème. Allons vers un nouveau marché. Produisons de l'éolien, du photovoltaïque, la géothermie, de la biomasse et surtout de l'hydraulique au fil de l'eau pour essayer d'attaquer un nouveau marché. Sinon, la sculpture sur nuage, je suis d'accord avec vous, mais au quotidien, je souffre. Vous dites tous, ça viendra, on va trouver des solutions. La question, pour moi, pour ne pas me brûler les ailes au sens de M. Couchepin, la question, c'est quand? La transition, elle est un peu longue de mon point de vue. Voilà. À part ça, la famille reste unie, on est d'accord. Mais aidez-moi. Un instant, Daniel Brella. Mesdames et messieurs, vous entendez le débat, il est vigoureusement lancé. Si vous voulez poser des questions, vous pouvez poser des questions dès maintenant. Si je vois un demi-bras qui se lève, je vous donne la parole immédiatement. Mais là, d'abord, pas tout de suite, d'abord peut-être Isabelle Chevalet qui a été interpellée assez rudement tout à l'heure. Et vous aussi, monsieur Brella, oui. Je crois qu'on était les trois interpellés. Monsieur Michelot fait très fort, là. Il se met les trois à dos tout de suite, comme ça, il aura du répondant. Bon, alors, l'éolien, 0,2% aujourd'hui de la production suisse. Si on arrive à dérégler le marché avec ça, moi, je trouve qu'on est vraiment très, très fort, comme 0,2%. Pour une fois, je vais sortir satisfaite de mes 34 éoliennes suisses, alors que la Rhénanie-Palatinate, un land allemand de la même taille que la Suisse, et puis la moitié de la population, à peu près la même densité, eh bien, on a plus de 1000, et puis ils n'ont pas autant de problèmes. Ce qui dérégule aujourd'hui le marché, c'est ces subventionnements, mais ces subventionnements de nucléaire et de charbon. Et puis, quand on voit la centrale de Betznau 1, qui a 900 fissures, qui est arrêtée. Je termine, monsieur Michelot. Je termine. Arrêtons ceux qui produisent ce qu'on ne veut plus, alors. Arrêtons. Mais monsieur Michelot, je suis ravie de vous compter parmi le comité du oui le 28 novembre. C'est un scoop et j'en suis très très heureuse. Alors là, je vais vraiment être ravie de mon voyage en Valais. Je termine et donc Betznau 1. Ça, c'est fait. 900 fissures, on parle de la remettre en route le 1er janvier. On sait tous qu'on est en surproduction, c'est complètement idiot. Non seulement on surproduit, on va encore surproduire, et en plus, c'est dangereux. Donc là, honnêtement, on est vraiment en train de se tirer une balle dans le pied. Donc aujourd'hui, battons-nous ensemble contre le vrai ennemi. L'ennemi aujourd'hui, c'est le charbon et le nucléaire, ce n'est pas les nouvelles énergies renouvelables. Il me semble qu'il y a une ébauche de négociation qui commence à poindre. Daniel Brella, et ensuite vous, d'accord, Paulin qui va. Alors, hors négociation, effectivement, toutes les nouvelles énergies renouvelables, parce que solaire, c'est un peu plus, c'est 1,1 milliard de kilowattheures l'année passée, donc 5% de la production nucléaire. Eh bien sûr que ça représente 3%. Alors, est-ce que c'est beaucoup? En Suisse, grosso modo, on produit 10 fois moins par habitant de nouvelles énergies renouvelables que l'Allemagne. Et si on fait tous les pays voisins, la Belgique, l'Autriche et tout, on est toujours au moins 3 ou 4 fois plus bas. Donc, je ne crois pas que le problème principal soit là. Maintenant, c'est clair que ce que M. Michelot a dit est plein de bon sens par certains côtés. Ce qu'il n'a peut-être pas dit, c'est que depuis des décennies, quand on a beaucoup trop de rubans européens avec les centrales nucléaires la nuit, ils ne produisent pas non plus. Ou rarement, ça dépend s'il y a un trou. Parce que simplement, le ruban, vous ne pouvez pas l'arrêter, que ce soit du nucléaire ou du charbon, c'est très compliqué, cher et tout le reste. Il paraît que c'est un dame, mais il faut des jours pour redémarrer, donc on évite de le faire trop souvent. Ça, c'est une chose. Et puis, ce qui est clair aussi, c'est que, certes, le solaire et l'éolien sont intermittents, mais l'hydraulique au fil de l'eau aussi.
Savoir qu'il y en a toujours, mais il y a des moments où il y en a peu, puis des moments où il y en a beaucoup. Ça revient à peu près au même pour l'intermittence de ce qui passe. Donc ces problèmes-là, ils ont déjà existé depuis des décennies. Alors j'aimerais pas que les nouvelles énergies renouvelables comme le solaire éolien deviennent les animaux malades de la peste. Le vrai problème, alors que le lion nucléaire et charbonnier s'en sortiraient indemnes, pour ceux qui aiment la littérature. Maintenant, en ce qui concerne les prix, en Allemagne, sans subvention, je précise, hein, les éoliennes sont autour de 7 centimes le kilowattheure. Les dernières, pas celles d'il y a 10-15 ans. La dernière centrale solaire qu'on a faite sur un grand toit dans l'ouest lausannois est aussi autour de 7 centimes le kilowattheure. La moyenne solaire suisse, celle qui détermine la subvention pour les propriétaires, est autour de 13. Et pour beaucoup d'installations, on est déjà vers 10, parce que c'est une moyenne. Au niveau des prévisions de l'agence Bloomberg, ils ne sont pas des rigolos, Bloomberg est milliardaire et multimilliardaire, mais lui ne s'est pas lancé dans la campagne électorale américaine. Eh bien, la prévision pour le solaire sous nos latitudes est autour de 5 centimes autour de 2035. Et puis, ça verra ce que ça donne, mais c'est une prévision comme une autre. Si je rajoute les 36% de rendement obtenus par une start-up, les PFL, certifiée par le Fraunhofer Institut allemand, et que cette chose-là est constructive à des prix pas exorbitants, mais les centrales, les panneaux eux-mêmes, c'est 30% du coût. Hein. Le reste, c'est l'installation, l'onduleur et tout le reste. La vraisemblance qu'on arrive vers des prix de 5 centimes assez rapidement, 5, 10, 15 ans, est très grande. Et là, on aura vraiment besoin de la complémentarité. Et puis, comme l'a dit Passage Louchepin sur ce point-là, je suis d'accord avec lui, avec ce genre de choses, ça donne à penser que des installations à 8, 10, 15 centimes, sauf guerre ou autre, on ne les retrouvera pas demain. Merci beaucoup, Daniel Brella. Je vais vous donner la parole pour Alain Cliva. Je vais juste rajouter quelque chose à propos de Bloomberg, quand même, en passant. C'est que les prévisions de Bloomberg pour les crises successives qui ont affecté le système économique et financier mondial n'étaient pas terribles. Mais bon, voilà. Voilà. Une seconde, une petite seconde, juste. Mais alors, très court, oui, je vous promets. Vous êtes confiant. Qu'on se comprenne bien. Monsieur le scientifique, j'ai parlé du déséquilibre. Il suffit de prendre une balance équilibrée, vous mettez 1000 kilos de chaque côté, c'est équilibré. Vous mettez 2 kilos d'un côté ou de l'autre, elle n'est plus équilibrée. Vous prenez la même balance, vous mettez 100 000 kilos, vous mettez les mêmes 2 kilos, elle se déséquilibre. Ça, juste pour dire. Pour la littérature, j'aimerais juste dire, je me rappelle dans mes classiques, il y avait l'histoire des Orias et des Curias. Hein. Au départ, ils étaient 3 contre 3, à la fin, il était tout seul, je ne me rappelle plus qui a gagné. Voilà, cela dit. Et puis, pour le nucléaire, pour le 25 septembre... Ah non, attendez. Je voterai quand on aura fait la démonstration qu'on peut se passer du socle d'un ruban énergétique stable, avec beaucoup de défauts. Je suis parfaitement conscient de ça. On va peut-être faire un modèle de pomper la nuit plutôt que de pomper le jour. On verra. On va chercher quelque chose. Mais là, on n'a pas fait la démonstration technique. Je dis simplement, j'ai jamais dit, et je persiste et signe, que je suis contre l'arrivée du renouvelable. Je suis contre le déséquilibre. Et il faut que nous maintenions ensemble l'équilibre électrique. Ensemble. Alors, voilà. Alors là, il me semble, vous êtes assez d'accord. Ce qui est terrible, c'est que vous mettez comme ça gentiment, dans le fond, d'accord sur le dos de ceux qui ne sont pas là, c'est-à-dire le nucléaire et le charbon. Mais enfin, c'est une autre histoire. Paul-Alain Cliva. Alors, je crois que si on se trouvait dans une situation d'équilibre, où on était un peu comme sur ces jeux d'enfants, hein, où il y a un enfant d'un côté, un autre enfant de l'autre côté sur la balançoire, et on se trouvait dans cet état-là, on n'était pas à l'équilibre. Parce qu'un équilibre est stable, par définition. Et si justement Paul Michelot donne cet exemple d'équilibre où on se retrouvait avec les 2 enfants de même poids de par côté, et il suffit de quelques grammes d'un côté pour déséquilibrer la chose, et bien on n'était pas à l'équilibre. L'équilibre, c'est quand un enfant est vraiment au sol, légèrement plus fort que l'autre, et l'autre ne peut plus le faire avancer. Ça, c'est la notion d'équilibre, et c'est la notion d'équilibre que l'on retrouve partout dans la nature. Alors si effectivement
1 ou 2% ou 3% ont permis de déséquilibrer le système, c'est qu'il n'était pas à l'équilibre. Et l'équilibre va revenir naturellement par la suite. Et plutôt que de vouloir mettre la faute sur ces 3% actuellement de nouvelles énergies renouvelables, je pense qu'on devrait tous travailler ensemble à trouver des nouveaux business models. Là derrière, il y a des choses à faire. Il faut encore une fois arrêter de penser à cette distribution centralisée comme on l'avait jusqu'à présent, mais on doit imaginer une utilisation du réseau qui sera différente par la suite. Pourquoi les producteurs de solaire qui en ont trop la journée ne pourraient pas le stocker quelque part et le récupérer le soir, moyennant une utilisation du réseau, mais à un coût différent du coût d'utilisation d'aujourd'hui. Ça va complexifier la chose. On aura besoin d'informatique, mais l'informatique est là aujourd'hui pour faire ces calculs qui n'étaient pas possibles il y a quelques années. Essayons de trouver des nouveaux débouchés. On a parlé de la mobilité électrique, et c'est juste, elle va venir. On voit, il y a des sociétés qui ont prévu d'installer des milliers de bornes à travers la Suisse dans les prochains mois. Ça va inexorablement faire en sorte qu'une nouvelle source de clients vont arriver. Et là, il faut valoriser cette énergie. Il faut sensibiliser ces gens-là en leur disant « mais consommez du renouvelable ». Et là, je suis d'accord, on prend ça dans la grande famille du renouvelable, de la grande hydraulique ou de l'éolien. Et puis, c'est des gens qui peut-être seront sensibles et accepteront de payer quelques pourcents de plus cette énergie parce qu'ils sont dans une philosophie de vouloir consommer du renouvelable. Et c'est cela que l'on doit développer ensemble et non pas stigmatiser ces 3% de renouvelables qui ont été jusqu'à présent subventionnés, mais dont on sait que sur du court terme, la subvention va s'arrêter. Merci beaucoup. Vous voyez, mesdames et messieurs, nous sommes mis d'accord sur les principes et maintenant nous descendons jusqu'au concret du concret et c'est là que ça devient aussi très intéressant. Monsieur Michelot ? Oui, de nouveau une réaction. Alors, au départ, on nous dit nous sommes interconnectés, il y a nos amis allemands, c'est vrai, ils sont là. Et en Allemagne, ce n'est pas 3%, là vous ne pouvez pas me contredire, voilà, c'est 30%. L'Allemagne a rompu un principe essentiel. D'accord, merci pour ces chiffres. L'Allemagne a rompu un principe qui était admis dans l'Union européenne, c'est que chaque pays garde l'équilibre électrique. J'inviterai M. Kliva sur un petit coup, réglage fréquence entre 48 et 52 de la fameuse balance, indépendamment du poids des enfants, il n'y a pas de souci. L'Allemagne a rompu ce principe d'équilibre national et l'Allemagne, aujourd'hui, sans s'occuper de personne, déverse des vagues d'électricité de sources, charbon, gaz, éolien, solaire, nucléaire, tout ce que vous voulez. Et laissez-moi terminer, la Suisse, proportionnellement, avec son système de RPC qui n'est pas accordé à l'hydraulique, paye ses taxes, est en train de prendre le même chemin. Vous faites 60 TWh fois 2 centimes, ça fait 1,2 milliard en Suisse. L'Allemagne est à peu près 12-13 fois plus grande que nous, elle en met 25. Nous prenons, à notre échelle, à peu près le même chemin. Alors de nouveau, dans mon bon sens pragmatique, si mon voisin, non, si j'ai mal à une dent, et que mon voisin dit « plains-toi pas, j'ai mal à 2 dents », moi je vais quand même chez le dentiste. Oui. Hors dentiste, l'Allemagne a 45% de charbon, dont il est prévu d'abaisser la quote-part après 2022, puisqu'en 11 ans, ils auront éliminé 27 centrales nucléaires, il y en a déjà 19 de fermées. Aujourd'hui, il y a effectivement une interconnexion européenne. C'est vrai qu'un tiers du renouvelable allemand n'est pas consommé sur place, mais envoyé à l'extérieur, mais la Suisse n'a pas 45% de charbon. L'Allemagne a 5 à 6% d'hydraulique, la Suisse en a 58%. Et grâce à un réglage intégrant pas la pointe de midi, elle est foutue parce que c'est là qu'il y a le plus de solaire, mais intégrant d'autres heures dans la journée, comme l'a dit M. Pidou ce matin, y compris souvent quelle est la proportion de solaire, ça peut peut-être même être en début de soirée, s'il y a une intégration de la production de l'hydraulique stockée dans les grands barrages alpestres, de pompage turbinage et de la production renouvelable, la Suisse n'a pas du tout les mêmes données que l'Allemagne à la base. C'est à peu près jouable. Je ne suis pas capable de dire s'il y a 3-4% d'importation ou d'exportation en plus. Mais les ordres de grandeur y sont. C'est la grande différence avec l'Allemagne. Merci beaucoup. Vous aviez levé la main, M. Kliva, je crois. Non ?
Pas vraiment. Donc vous êtes toujours d'accord. Ce front commun s'organise dans la complémentarité et la sérénité. Magnifique. Est-ce qu'il y a une question à poser à l'une ou l'autre de vos invités? Parce que oui, volontiers. Est-ce que vous voulez que je cours? Non. C'est moi qui cours. Si vous voulez nommer, ça serait pas mal avant. C'est pas obligatoire. Oui, merci. Je ne veux pas monopoliser la parole, puisque j'ai déjà exprimé 2 fois ce matin. Donc, je m'appelle toujours la même chose, Narcisse Crétenant, député au Parlement valaisan. On parle d'équilibre. Paul Michelot parle d'équilibre. J'ai entendu qu'en Suisse, on produisait 3% avec du renouvelable, qu'on subventionne. 60 renouvelable. 60%. Non, je parle du renouvelable solaire et éolien. Et puis, à peu près 30% nucléaire, peut-être un peu plus. 34. Alors, ce matin, j'ai posé une question à un représentant d'Alpic, parce que le prix de revient du nucléaire, c'est 5 centimes. Ils le vendent à 3. Je lui ai dit, vous êtes d'accord alors de fermer à l'âge de 45 ans, puisque vous perdez 2 centimes par kilowattheure. Et puis, il me dit, non, il faut tourner 50 ans pour financer après le démontage. Alors, j'arrive pas à comprendre comment on peut... Alors, vous pourrez corriger vos propos tout à l'heure, mais c'est ce que j'ai compris, donc j'ai mal compris. Alors, par rapport à l'équilibre, donc, on met le doigt sur les 3% qu'on subventionne, et puis, en fait, on ne met pas le doigt sur les 32% qu'on subventionne, puisque si on produit à 5 centimes et on vend à 3, il y a une perte quand même de 2 centimes, et puis, quelque part, il faudra bien trouver cet argent pour le financer. Si vous permettez, la perte, elle est pour la société. C'est bien ça le problème que ont les différentes grandes sociétés, Alpic, Axpo. Avec ce genre de situation, ils font des pertes importantes sur le nucléaire, les 5 pour les 3. En réalité, c'est plutôt 5,5 et puis un peu moins de 3, mais ça ne change pas complètement la situation. Et ce qui a été dit ce matin, c'est que les calculs du fonds de démantèlement et de stockage des déchets, c'était fait sur 50 ans au lieu de 45. Et que si la votation était acceptée, ça ferait de l'ordre de grandeur de 5 à 6 milliards de manque de financement. C'est dixit ce qui a été dit, j'ai écouté. Moi, je dis simplement qu'avec l'argent qu'ils perdent chaque année, ça revient à peu près au même. À savoir que soit on perd 5 à 6 milliards d'une manière, soit on les perd de l'autre. Maintenant, ce n'est pas encore un motif déterminant pour dire oui ou non, mais c'est un éclairage du débat. Volontiers, Isabelle Chevalet. Oui, encore un petit élément sur ce démantèlement des centrales nucléaires. Il y a une dizaine d'années, le Conseil fédéral a changé une ordonnance, une simple ordonnance, qui au départ, quand ils ont fait les centrales, c'était basé sur un démantèlement sur les 40 années de fonctionnement. Et tout d'un coup, d'un claquement de doigts, on prolonge ça à 50 ans. Le résultat il était très clair. Je vous invite à aller visiter le rapport du fonds sur l'aspect financier des fonds de démantèlement. Eh bien, on a remboursé 500 millions d'un coup, comme ça, à sauf erreur Betznau, parce qu'évidemment, ils avaient trop payé, puisqu'ils avaient calculé sur 40 ans. Alors bon, maintenant qu'ils viennent pleurer qu'ils n'ont pas assez, ça me fait un petit peu sourire. Et puis ensuite, on sait très bien, parce que toutes les expériences dans le monde montrent que le démantèlement va coûter beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher que ce qu'on a imaginé. Donc de toute façon, ça va coûter un saladier. Ça, c'est clair. Mais ça coûtera toujours moins cher qu'un accident nucléaire. Merci beaucoup. Moi, j'aimerais rentrer dans J'ai juste une proposition concrète. Oui, un instant, une parenthèse pratique à l'endroit de la salle. Vous êtes d'accord? Je le fais vite. Non, c'est simplement que je vois que nos camarades, nos collègues qui prennent des images, merci beaucoup encore, de temps en temps tournent leur caméra vers la salle aussi, pas seulement vers la scène. Je vous rappelle que vous êtes propriétaire de votre image. Et lorsque vous voyez la caméra se pointer sur vous, vous pouvez très bien sortir votre masque. De façon à ce qu'on vous reconnaisse pas. Voilà, pour faire des propositions concrètes, parce que là, on est en train de revivre l'éternel débat qui a toujours lieu dans la branche, il y a de nombreux représentants ici, donc on va proposer des solutions concrètes. Je vous rassure, on n'est encore pas complètement sénile, le monde bouge, ça, on est d'accord. Hein. Ça vaut peut-être un poisson rose plutôt que vert, donc ça bouge. On est en train de devoir redéfinir les rôles. Et il y a un rôle qui est dévolu à l'hydroélectricité, qui n'est, à mon avis, pas contesté. C'est un rôle un petit peu guide de montagne dans une escalade.
on assure un tout petit peu les limites du système quand ça ne fonctionne plus. Parce que tout système qu'on mettra en place a des limites. À un moment donné, j'ai vécu à Zurich, je peux vous dire qu'avec des panneaux solaires, certains mois de janvier, l'utilisation à pleine puissance, sur le mois de janvier de 17 heures. À Zurich, comme à Sion, le mois de janvier à 744 heures. À ce moment-là, il faudra bien que quelqu'un, après avoir vidé la batterie de 7, 8, 9, 10 heures, vienne un petit peu donner un petit relais. Donc l'hydraulique, y compris notre métier, on est tout à fait prêt, laissez-moi juste terminer, à jouer le rôle de guide, mais le guide souhaite être payé correctement, même si les clients ne tombent pas. Donc c'est le système de la Casco. Mais prenez l'exemple d'une assurance qui dit j'encaisserai la prime uniquement en cas d'accident. Celle-là, du point de vue économique, elle ne boucle pas le premier mois. Donc nous sommes là, les hydroélectriciens au sens large, pour soutenir le système, mais il faut que du point de vue économique, on nous dise, lorsqu'on a besoin de toi, on t'appelle, tu viens et on viendra avec un grand sourire. Quand on n'a pas besoin de nous, faites-nous confiance, on peut s'occuper dans nos centrales à bien d'autres choses, et puis on arrive à couvrir nos frais. Et puis le jour où peut-être certains, entre guillemets, indésirables, auront vraiment quitté le jeu, on reviendra un peu plus activement. Voilà une solution concrète, mais aidez-nous. Aidez-nous. Mais voilà, la négociation démarre dès maintenant, à vrai dire. Vous voyez, ce qui pend au nez de vos invités, c'est qu'on les enferme dans une chambre après le débat et qu'ils méditent ensemble une proposition de front commun concret. Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose ? Content d'entendre ces propos de Paul Michelot, parce que c'est exactement ce que l'on a dit. On n'a jamais dit, en tout cas pas moi, qu'il fallait fermer les centrales hydrauliques, qu'elles soient de pompage ou au fil de l'eau. On a besoin de cette complémentarité et on n'a jamais prétendu, avec le photovoltaïque ou l'éolien, sauver l'alimentation, l'approvisionnement en Suisse. Donc on est entièrement d'accord avec cette proposition et il faut trouver des solutions ensemble. Et c'est pour ça qu'on disait au préalable, il faut changer la manière dont le business model est conçu, il faut trouver des nouvelles alternatives, il faut valoriser cette énergie renouvelable, puisque si on n'arrive pas à fermer les centrales nucléaires, si on n'arrive pas à fermer les centrales au charbon, surtout celles qui sont en Allemagne, parce que je pense qu'on a peu d'influence quand même sur la politique de Mme Merkel, si on n'arrivera pas à les fermer, il faut qu'on valorise cette énergie renouvelable, toute la famille renouvelable, et qu'on trouve des nouveaux business models, qu'on travaille ensemble plutôt que de vouloir dire c'est le subventionnement de ces 3 malheureux pourcents d'énergie éolienne, solaire ou autre qui a déséquilibré complètement ce marché-là. Je pense que ça, c'est une vision qui est fausse et on doit, alors je suis d'accord avec Paul, avancer ensemble dans la grande famille du renouvelable. Alors on va y arriver, je m'excuse, je répète encore une fois, admettez que c'est les nouveaux entrants dont vous faites partie qui ont poussé l'hydraulique dans les cordes, les anciens n'étant pas partis. Les anciens qui ne veulent pas sortir. Voilà, mais ils sont là. Sortons-les, aidez-nous à Mais les sortir, nom de nom. Il y a une opportunité le 28 novembre, là, je ne comprends pas très bien. Pourquoi est-ce qu'on veut vendre ? Vous n'êtes pas très cohérent quand même. Si, hein. Pourquoi est-ce que les grands groupes veulent vendre l'hydraulique et personne ne la Il y a trop d'électricité, on a une opportunité de faire quelque chose de concret, c'est le peuple suisse qui va décider. Allons ensemble chez Mme Merkel. Allons ensemble le 27 novembre déjà voter. D'abord balayer devant sa porte. Hein, dans le même wagon. Voyage en Allemagne dans le même wagon. Mais écoutez, tout ça à la base, c'est la libéralisation du marché. Le problème qui s'est passé au moment où ça s'est complètement déséquilibré pour toutes sortes de raisons qui ont été exposées déjà ici. Ce qui est clair pour moi, c'est qu'en ce moment, il y a un choix stratégique, malheureusement, parce que tous les experts disent que cette situation de prix bas va durer entre 5 et 15 ans. Alors, ils peuvent se planter comme d'habitude, je dis, c'est simplement ce qu'ils disent. Mais ça ne paraît pas invraisemblable avec les réserves qu'il y a aujourd'hui en Europe de centrales à turbines à gaz non branchées en ce moment, les fameux oiseaux de ce matin, les centrales près de Munich, citées par je ne sais plus qui. Eh bien, la question ici, c'est effectivement, pour moi, il n'y a aucun doute, l'hydraulique qui sera là pendant des dizaines d'années, voire mieux. Ça va dépendre évidemment un peu de la fonte des glaciers, mais c'est vers la fin du siècle, ce n'est pas un problème immédiat si par malheur ça se produit. Ce qui est clair, c'est que si on brade l'hydraulique maintenant, qui est durable pour prolonger quelques années quelque chose qui n'est pas durable, parce qu'une centrale nucléaire, même si vous la prolongez à 60 ans, que la cuve sera foutue, vous ne pourrez plus rien faire,
Ça m'a pris quelques risques en faisant des investissements supplémentaires et puis produire un peu plus de déchets. C'est ça la nature du débat actuel. C'est pas de jouer les énergies du futur l'une contre l'autre, c'est de savoir à quel moment on arrête les énergies du passé. Quand elles ont complètement pu s'amortir dans 10, 20, 30, 40 ans, ou un peu plus vite si ça permet la transition. Donc, subventionner l'hydraulique pour la garder pendant les 15 ans, c'est le combat qu'on mène. Problème. Moi, Voilà. j'entends dans le réseau où En j'étais instant- à Lausanne, quand on a du solaire, eh ben, quand on a besoin de plus d'électricité en hiver, je vous rassure, on va l'acheter à des prix parfois plus élevés. C'est vrai que tout est tellement bas que ça ne suffit pas toujours, mais on essaye en tout cas d'aller dans cette direction. Merci beaucoup. Mais, Madame et Messieurs, mais vraiment, c'était un plaisir. Je savais que ça serait un plaisir, mais ça a été un plaisir, véritablement. Il faut que je fasse très, très attention parce que je suis en train de mordre sur la prochaine table ronde, vous voyez. Donc, je propose à la salle d'applaudir ces invités.